Pendant plus d'un demi-siècle, Mireille Mathieu a illuminé les scènes du monde entier. Une présence inébranlable, une voix reconnaissable entre toutes, capable de remplir à elle seule des stades, des opéras, des palais présidentiels. Avec son éternel carré noir, son port droit et son sourire figé, elle incarnait l'image parfaite de la discipline et du contrôle. Rien ne semblait pouvoir la déstabiliser. Pas une note de travers, pas un mot de trop, pas un pas en arrière. Elle a traversé les époques comme une statue vivante de la chanson française, intemporelle, immuable, presque irréelle. Dans un monde où les stars naissent et s'éteignent en quelques saisons, Mireille Mathieu, elle, demeurait. Elle n'avait pas besoin de scandale, ni de provocation, ni même de confidence publique pour briller. Son aura reposait uniquement sur son art, sur cette voix unique qui s'élevait au-dessus des modes et des tempêtes médiatiques. Mais derrière ce sourire maîtrisé, derrière cette perfection presque irréprochable, se cachait une autre vérité. Une vérité invisible au public, mais lourde, pesante, et longtemps tenue au secret. Un silence qui a duré plus de 50 ans. Car si le monde croyait connaître Mireille Mathieu, en réalité il ne voyait qu'une partie d'elle, la chanteuse, l'icône, la légende. L'autre partie, plus fragile, plus intime, plus humaine, demeurait soigneusement dissimulée, protégée du tumulte des projecteurs. Elle savait que la révéler aurait bouleversé les certitudes, mis à mal le mythe qu'elle avait construit, et peut-être brisé cette image d'invincibilité que son public attendait d'elle. Et pourtant, un jour, bien plus tard, à un âge où la plupart des artistes choisissent de se retirer dans le silence définitif, elle laissa échapper une vérité qu'elle avait gardée toute sa vie. Pas un scandale, pas une confession explosive comme en raffolent les tabloïds, mais un aveu discret, fragile, presque chuchoté. Ce moment ne changea pas sa carrière, ni son image d'icône nationale, mais il bouleversa quelque chose de plus profond, le mythe selon lequel la force exige toujours le silence. Car derrière l'inflexible demoiselle d'Avignon, il y avait aussi une femme faite de manque, de sacrifice, et d'un amour qu'elle n'avait jamais osé vivre pleinement. Le 22 juillet 1946, au cœur de la chaleur étouffante de l'Avignon d'après-guerre, Mireille Mathieu voit le jour. Elle naît dans un monde où tout semble contre elle. Le confort est un luxe que sa famille ne connaît pas, et les espoirs sont souvent murmurés plutôt que criés. Roger, son père, tailleur de pierre, gagne sa vie sur les bords du cimetière Saint-Véran, sculptant la pierre avec les mêmes mains qui prient chaque soir. Sa mère, Marcelle, est une réfugiée du nord de la France, échappant aux horreurs de la guerre. Ils se sont installés dans le sud, mais cette nouvelle vie est encore marquée par la misère et la résilience. Mireille n'est pas seule, elle est l'aînée de 14 enfants, une grande fratrie qui, dans la simplicité de la vie quotidienne, est soudée par un amour indéfectible. La maison est petite, les chambres étroites, mais l'amour est abondant. Les rires d'enfants résonnent dans les murs de la maison modeste. La famille vit de peu mais se nourrit de l'essentiel, la foi, la famille et le travail acharné. Dans cet univers de labeur et de dévotion, où chaque journée est une bataille pour survivre, Mireille grandit. Elle devient rapidement un symbole de cette force silencieuse qui habite sa famille, une force qui, plus tard, la propulsera vers les sommets, mais aussi un poids qu'elle portera en elle, souvent dans le silence. L'enfance de Mireille, tout comme celle de ses frères et sœurs, est marquée par des sons de pierre et des chants religieux. Son père, Roger, s'installe souvent dans le silence du travail, se concentrant sur sa tâche. Le bruit du burin frappant la pierre est presque hypnotique, une mélodie discrète qui accompagne la vie quotidienne. Mais, au-delà de cette routine rigide, il y a une autre musique, plus subtile. Le chant de Roger, ces cantiques qu'il fredonne pour évacuer la douleur de ses articulations abîmées, résonnent dans la maison. Ces chants, simples mais puissants, deviennent pour Mireille un premier contact avec la musique et l'art de chanter. Sa voix est bercée par ces sons, une mélodie qui s'épanouira plus tard sous les projecteurs, mais qui commence dans la chaleur d'un foyer modeste. Le souvenir d'un chant sacré reste gravé dans sa mémoire. À seulement 4 ans, Mireille chante pour la première fois en public, lors de la messe de minuit. Ce moment est un tournant pour elle. Le prêtre, impressionné par la pureté de sa voix, lui offre une sucette. Mais plus que le sucre sucré, c'est la puissance du silence qu'elle impose dans l'église qui l'emporte. Ce jour-là, sa voix a arrêté le monde autour d'elle, et, pour la première fois, elle s'est sentie différente. Elle a compris que la musique, sa musique, pouvait transformer l'atmosphère, un pouvoir dont elle ne se rendra pleinement compte que bien plus tard. Cependant,
tout ne se passe pas aussi harmonieusement dans le monde extérieur. À l'école, Mireille est confrontée à une réalité bien différente. Contrairement à la scène où elle se sent libre, ici, elle se heurte à la norme. Mireille souffre de dyslexie, une différence qu'on ne comprend pas bien à l'époque. Cela la conduit à redoubler une classe, et à être stigmatisée pour des choses qu'elle ne peut pas changer. Dans cette école, l'apprentissage ne se fait pas toujours dans la bienveillance. Punition sur punition, elle est forcée de passer de la main gauche à la main droite, une habitude alors considérée comme plus conforme. Le monde autour d'elle n'accepte pas sa manière de faire, et elle se retrouve à devoir faire face à des moqueries et des jugements, non pas pour son intelligence, mais pour la façon dont elle pense et voit le monde. Mais là où certains voient une rêveuse perdue dans ses pensées, Mireille, elle, compose déjà des mélodies dans sa tête. Elle n'est pas simplement en train de rêver, elle est en train de façonner la musique de demain. Cette solitude, cette différence, deviendront ses alliés dans un futur où la musique sera sa seule langue. Mireille apprend à vivre dans ce monde silencieux, un monde où elle est souvent mise à l'écart, mais où elle trouve aussi ses premières clés pour comprendre la puissance de l'expression artistique. À 14 ans, la réalité frappe durement. Il n'y a pas d'argent pour poursuivre ses études, et la famille a besoin de chaque bras pour survivre. Mireille quitte donc l'école et prend un emploi dans une usine à Montfavet, près d'Avignon. Elle passe ses journées à actionner des machines, à travailler dur pour gagner sa vie. Mais la musique ne la quitte pas. Quand les pauses arrivent, elle chante, seule dans les recoins de l'usine, ou lors des repas à la cantine. Le chant est son évasion, une manière de s'évader de la monotonie et de l'obscurité de son quotidien. Le soir, après le travail, elle prend son vélo, qu'elle a acheté à crédit, pour rentrer chez elle. Le vent du Mistral frappe son visage, mais cela ne la dérange pas. Elle chante alors à tue-tête, seule, guidée par les échos de la musique qui l'habite. Ce vélo, acheté avec l'espoir d'un avenir meilleur, symbolise bien plus qu'un simple moyen de transport. Il est le véhicule de ses rêves, celui qui l'amène, petit à petit, vers un avenir qui semble aussi lointain que les lumières des grandes villes. Cet avenir finit par arriver. Par petites touches, comme un éclat de lumière perçant les nuages sombres. Les concours de chants locaux sont sa première ouverture vers ce monde dont elle rêve en silence. Et en 1964, tout change. Mireille remporte un concours à Avignon, en interprétant La vie en rose. C'est cette chanson, bouleversante et symbolique, qui lance sa carrière. Cette victoire est la première étape d'une ascension fulgurante qui va la mener de l'ombre à la lumière, de l'usine de Montfavet à l'Olympia de Paris. L'année 1964 marque un tournant décisif dans la vie de Mireille Mathieu. C'est une année où ses rêves d'enfance prennent forme, où la petite fille qui chantait à la messe de minuit se transforme en artiste en devenir. Lors d'un concours local à Avignon, Mireille monte sur scène pour interpréter un morceau qui deviendra une référence de sa carrière, La vie en rose. Ce n'est pas simplement une chanson qu'elle chante, c'est une révélation. La manière dont elle habite la mélodie, la sincérité de sa voix, tout cela touche le public d'une manière indescriptible. Ce concours local est un premier passage de la frontière entre l'ombre et la lumière, une frontière qu'elle franchit sans hésiter, portée par sa passion, son travail et son envie d'échapper à la monotonie de la vie quotidienne. Elle gagne ce concours avec la simplicité et la ferveur d'une voix pure, et c'est à ce moment précis que son destin se dessine. Mais ce n'est pas la victoire seule qui la propulse, c'est la façon dont elle incarne l'art de chanter. Mireille ne chante pas juste pour impressionner, elle chante pour exprimer une émotion profonde, une vérité silencieuse qu'elle porte en elle. Elle devient une révélation aux yeux de ceux qui l'entendent, et pour la première fois, la scène lui tend les bras. L'année suivante, en 1965, une nouvelle étape vient bouleverser sa trajectoire. Mireille participe à l'émission Jeux de la chance à la télévision, une émission populaire qui peut propulser n'importe quel talent vers la gloire nationale. L'émission est l'occasion de montrer ce que son public ne connaissait pas encore, une jeune femme simple, mais avec une voix incomparablement puissante. Les caméras captent l'essence même de sa personnalité. Il n'y a pas de manigance, pas de scène de showbiz ou de drama, juste une authenticité brute. Son interprétation de La vie en rose conquiert les téléspectateurs, qui la plébiscitent. Elle triomphe. Mireille Mathieu devient un phénomène, un nom que l'on retient, un visage qui reste gravé dans les mémoires. La victoire à l'émission Jeux de la chance marque la vraie rupture, celle qui lui permet de quitter définitivement son monde d'Avignon pour une nouvelle vie à Paris. Elle obtient ainsi son ticket pour la capitale, où l'attendent des opportunités qui vont bouleverser à jamais sa carrière et son existence. Paris,
Cette ville à la fois magnifique et impitoyable, s'ouvre à elle, mais à quel prix? Le voyage vers la gloire n'est pas simple, et pour Mireille, il est surtout marqué par une discipline sans faille. Alors qu'elle pourrait céder à la tentation du monde artistique, à ses excès et à ses pièges, elle choisit une autre voie, un chemin parallèle où l'ordre et la modération régissent chaque étape. L'ascension de Mireille est encadrée, très encadrée. Dès son arrivée à Paris, elle est accompagnée en permanence. D'abord par sa tante, qui veille sur elle comme une gardienne, puis par sa sœur Monique, qui prend le relais avec une discipline militaire. Sa vie personnelle et professionnelle est presque entièrement contrôlée. Les fêtes sont bannies, les scandales absents. Rien ne vient troubler cette image de demi-vierge de la chanson française. À Paris, elle est celle qui incarne la sobriété et l'élégance dans un milieu où l'exubérance semble être la règle. Sa coupe au carré noir devient son signature, presque un uniforme qui la distingue des autres artistes. Ce carré n'est pas juste une coupe de cheveux, il symbolise la pureté, la discipline, la volonté de ne rien laisser au hasard. Ce look austère la transforme en une véritable icône, une demoiselle d'Avignon, du nom de sa ville natale. Derrière ce personnage soigneusement construit, une femme se cache. Une femme qui, par ses choix et ses sacrifices, veut imposer sa voix et son talent au monde. Paris l'accepte telle qu'elle est, mais en échange, elle doit sacrifier une partie d'elle-même, cette part qui pourrait risquer de tout faire chavirer. Dans ce monde du spectacle, où tout est possible mais tout est aussi fragile, elle choisit de maintenir une apparence parfaite, sans faille, sans zone d'ombre. Mais, derrière cette façade de femme modèle, la Mireille Mathieu vraie commence à se dessiner. Alors que sa carrière prend son envol dans la capitale, un homme entre dans sa vie, un homme dont le nom deviendra indissociable de son succès. Johnny Stark. Ce personnage mystérieux et fascinant sera à la fois son mentor, son protecteur, et peut-être même quelque chose de plus. C'est lui qui prendra en charge son destin artistique, mais aussi son image publique. Mais qui était vraiment Johnny Stark, et quel rôle a-t-il joué dans l'ascension de la demoiselle d'Avignon? Le mystère commence à se dévoiler. En 1965, alors que Mireille Mathieu commence à prendre son envol à Paris, le destin frappe à sa porte sous la forme d'un homme aussi charismatique qu'intrigant, Johnny Stark. Impresario de renommée internationale, surnommé l'Américain, en raison de son style flamboyant et de son approche peu orthodoxe du monde du spectacle, Stark voit en Mireille bien plus qu'une simple chanteuse. Il perçoit chez elle une discipline, une force intérieure qui dépasse de loin le simple talent vocal. Pour lui, Mireille n'est pas seulement une voix, c'est un phénomène en devenir. Une voix qui ne s'est pas seulement forgée dans l'art de chanter, mais dans l'adversité, dans le silence de son passé, dans les sacrifices d'une enfance humble. Stark sait que ce qu'il peut en faire dépasse l'imagination. C'est cette force de caractère, cette résilience qu'il veut exploiter. Lors de leur première rencontre, il lui fait une promesse mais aussi une mise en garde. Tu vas travailler comme une bête. Mais si tu me laisses faire, je ferai de toi une grande artiste. Mireille, pleine d'espoir mais aussi de résignation, accepte. Cette rencontre ne marque pas seulement le début de leur collaboration professionnelle, elle marque le début d'un lien invisible, mais inaltérable, entre l'artiste et son mentor. Stark devient l'architecte de sa carrière, le passeur de son art. Johnny Stark contrôle tout. C'est un homme de pouvoir, mais plus encore, un homme de vision. Il ne laisse rien au hasard, et pour réussir, il faut tout contrôler, le choix des chansons, les tenues, l'image publique de Mireille. Chaque détail de sa vie est minutieusement orchestré. Et même la fameuse coupe au carré, devenue son signature, est son idée. Ce n'est pas simplement un look, c'est une déclaration, une femme simple, élégante, mais imposante, qui n'a pas besoin de se conformer aux modes pour briller. Au-delà de l'aspect purement professionnel, la relation entre Johnny Stark et Mireille dépasse toutes les frontières habituelles. C'est un lien d'âme qui se tisse entre eux, bien plus qu'un simple contrat d'artiste et manager. Il devient son protecteur, son confident, son mentor. Mireille dira un jour, d'une manière presque mystique. Johnny Stark vivait pour moi, et je chantais pour lui. Cette déclaration n'est pas simplement un hommage à son mentor, elle est la clé d'une relation ambiguë, faite d'amour et de dévotion. Car ce lien, bien qu'indéfinissable, est celui qui façonne non seulement la carrière de Mireille, mais sa vision même de la musique et de la scène. Ensemble, ils vont conquérir le monde,
Et cette conquête ne se fera pas seulement par le talent brut de Mireille, mais par cette alchimie étrange entre eux, cet équilibre délicat entre le contrôle de Johnny et la liberté de Mireille. Pendant plus de 20 ans, Mireille et Johnny forment un duo qui semble invincible. Dans les coulisses, les rumeurs vont bon train. Des murmures sur une possible relation intime entre eux, mais ni l'un ni l'autre ne confirme ni ne dément. Le mystère autour de leur lien devient une partie intégrante de leur histoire. Est-ce un amour caché? Une passion non avouée? Ou est-ce simplement un dévouement profond et pur? Peu importe, car ce qui est clair, c'est que l'alchimie entre eux transcende les simples relations de travail. Il est l'homme qui la protège du monde extérieur, l'homme qui la guide et qui fait d'elle la star qu'elle devient. Elle, en retour, suit son regard, ses conseils, mais surtout, elle lui offre sa loyauté absolue. Dans ce monde où la célébrité change tout, leur relation reste un refuge, une constance, un silence entre eux. Ensemble, ils vivent dans un monde à deux, un monde sans foule ni pressions extérieures. Et même lorsque les projecteurs brillent sur Mireille, Johnny reste dans l'ombre, fidèle à sa mission, être son ancre, sa force tranquille. Pendant 2 décennies, ce lien profond et silencieux les unit. Ensemble, ils traversent le monde, de Moscou à Las Vegas, de Tokyo au Vatican, des scènes grandioses où ils règnent en maîtres, laissant derrière eux des poussées d'émotions et des publics conquis. Mais même au sommet, ils vivent dans une bulle, où le monde extérieur reste à distance. Ce lien est plus qu'une simple collaboration professionnelle, c'est un reflet de leur âme commune. Ils vivent ensemble dans un espace protégé, où les regards sont tournés vers Mireille, mais où Johnny est toujours là, dans les coulisses, à veiller, à guider, à contrôler. En 1989, un coup de tonnerre. Johnny Stark meurt soudainement, frappé par une crise cardiaque qui le prend au dépourvu. Mireille, anéantie, se retrouve dans un vide béant. Son monde s'effondre. La personne qui l'avait protégée, guidée et façonnée artistiquement, n'est plus là. Elle confiera plus tard, d'une voix brisée. « J'ai perdu ma moitié. » Pour Mireille, la perte est irréparable. Johnny n'était pas seulement son manager. Il était son monde. Le monde sans lui devient inintelligible, chaotique. Aucun autre homme, aucun autre manager, ne pourra prendre sa place. Mireille Mathieu ne laissera jamais personne s'interposer entre elle et l'héritage qu'il a construit pour elle. Leur relation n'était pas seulement une question de carrière, mais une relation de vie, de dévouement silencieux, un engagement réciproque qui ne se construisait pas autour du monde extérieur, mais dans un espace à part, protégé. Johnny Stark n'était pas seulement l'homme derrière le succès de Mireille Mathieu. Il était aussi l'homme derrière son silence. Mais ce silence, loin d'être une absence, devint une voix propre à Mireille, une voix qui, après sa disparition, allait devoir se réinventer. Après la perte de son mentor, comment Mireille a-t-elle traversé cette nouvelle étape de sa vie? Le travail, la scène, l'art, mais aussi l'intimité. Ce chemin, plus difficile, plus solitaire, l'amène à un point de rupture où l'on se demande ce qu'il reste quand tout ce qui semblait invincible s'effondre. La réponse à cette question se trouve dans les années 1980 et 1990, où la carrière de Mireille prend une nouvelle direction, marquée par une profonde introspection. Ainsi s'achève cette première partie de l'histoire de Mireille Mathieu, une femme dont la carrière a été marquée par l'influence de Johnny Stark, son mentor et protecteur. C'est grâce à lui qu'elle a su traverser les épreuves du monde du spectacle, et c'est à ses côtés qu'elle est devenue l'icône que nous connaissons aujourd'hui. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Il reste encore tant à découvrir. Restez avec nous pour la suite de son incroyable parcours. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de suivre notre chaîne pour ne pas manquer la suite de cette histoire fascinante. À très bientôt pour la prochaine partie.